Bonjour à tous, merci d'avoir choisi le Morning i24 News pour vous informer. Nous sommes le vendredi 21 mars, c'est le printemps. Bon printemps à tous. On démarre cette édition par les grands titres à la une de la presse du Moyen-Orient. Yael Weinstein, bonjour. Bonjour Barbara. Un des grands titres dans la presse israélienne ce matin, c'est Tsahal qui annonce la découverte d'un tunnel permettant le transfert d'armes et de terroristes. Oui, c'est ça, Barbara. Voyons plutôt cette nouvelle qui fait la une du quotidien, un grand tirage Yediot Aharonot. Il s'agit bien d'un nouveau tunnel palestinien aboutissant à la région du kibbutz Ein HaShlosha, situé dans le nord-ouest du Negev, ou encore à 8 km à l'est de Khan Younes, au sud de la bande de Gaza. Le Hamas s'est empressé de déclarer aux agences de presse de par le monde que, je cite, « l'ennemi sioniste a fait une découverte importante car il s'agit d'un souterrain de l'opposition palestinienne ». Mais quelques heures plus tard, le porte-parole de l'organisation des unités de Azadin El-Qassam a préféré annoncer qu'il ne s'agissait pas d'un tunnel nouveau et qu'il n'avait pas été en action depuis plusieurs années. Le porte-parole de Tsahal, quant à lui, a déclaré que ce tunnel venait allonger la liste de tous ceux découverts récemment et de ceux encore à venir, Barbara. Autre titre ce matin par les journaux israéliens, c'est évidemment la suite des négociations israélo-palestiniennes. Abou Mazen est donc rentré de Washington. Qu'en disent les journaux israéliens? Oui, Barbara, je vous invite à regarder cette double page de Maariv, le quotidien centriste qui y consacre un dossier bien important. Tout d'abord, les ministres israéliens, et notamment Naftali Bennett et Gideon Sa'ar, font pression sur Netanyahou pour stopper net la prochaine libération des terroristes emprisonnés en Israël. Ces 26 prisonniers qualifiés de prisonniers avec du sang sur les mains sont aujourd'hui au centre des débats et on peut même dire que la question de leur libération est très certainement le point de départ de la suite des négociations. Et comme vous le voyez dans la partie gauche de cet article, Netanyahou a déclaré, je cite, que le moindre tir de roquette susciterait une riposte massive et immédiate vers Gaza, Barbara. Et on referme ce volet israélien, Yael, avec cette résolution d'un mystère de longue date au sujet de 11 juifs iraniens. Effectivement, c'est le Mossad, le service des renseignements israéliens, qui a enfin résolu ce mystère datant de plus de 25 ans. Vous voyez plutôt cette nouvelle dans le quotidien gratuit proche du pouvoir Israël Hayom. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avait récemment instruit le chef du Mossad qu'ils résolvent cette énigme dans les plus brefs délais. Et c'est ainsi qu'ils ont réussi à avoir accès à des sources leur permettant de découvrir que 8 d'entre ces juifs iraniens avaient été assassinés lors de leur fuite vers Israël au début des années 90. Et on ne sait malheureusement pas ce qui est advenu des 3 autres personnes de ce groupe, Barbara. Voilà pour la presse israélienne, direction la Turquie à présent, où Erdogan l'avait promis, il l'a fait. Twitter est désormais interdit dans le pays. Mais Barbara, voilà déjà plusieurs mois que l'on en parle. Le Premier ministre turc Erdogan vient de mettre ses menaces à exécution. Il a stoppé l'activité du réseau social Twitter dans son pays. Regardez cette nouvelle dans le site d'information Hurriyet Daily News que j'ai miraculeusement réussi à traduire du turc. Twitter a été fermé à minuit à la suite de trop nombreuses publications gênantes affirmant la corruption de son gouvernement. Erdogan a donc interdit le site internet de Twitter. Et cette nouvelle est aussi reprise dans le site de la chaîne d'information Al Jazeera, où l'on précise que les utilisateurs avaient même présenté des documents offrant des preuves tangibles aux accusations contre Tayyip Erdogan. Al Jazeera s'interroge encore sur la définition et l'essence de la démocratie en Turquie et s'inquiète de la facilité par laquelle tout ceci a été orchestré en quelques heures seulement. Voilà, et on termine pour finir avec l'Iran, c'est le nouvel an iranien, le Nowruz. Oui, c'est ça. Voici le Tehran Times qui nous présente cette nouvelle en première page de son édition papier. Le Nowruz, le nouvel an perse, est célébré chaque année à l'équinoxe de printemps par toutes les religions en Iran. Et c'est dans un message de paix adressé au peuple iranien que le président israélien Shimon Peres a évoqué la nécessité pour les Israéliens, les Palestiniens et les Iraniens de mettre fin à tous leurs conflits dans un futur très proche. Je vous propose de voir le président israélien. Iraniana Gerami Nowruzetan Piruz Bad. Dear people, chers amis, le peuple juif, le peuple perse et le peuple iranien ont une très longue histoire. Nous pouvons bâtir un grand avenir. Ne le rejetez pas. Voilà Barbara, un message de paix par un homme de paix, peut-être. Et notre invité ce matin, Daniel Haïk, voulait réagir sur ce volet iranien dans cette revue de presse. Deux infos, la disparition, le mystère résolu et puis le nouvel an.
iranien. Oui, il faut rappeler que les autorités iraniennes prennent soin, depuis la révolution des ayatollahs, de faire une distinction entre l'État d'Israël, qu'ils détestent, qu'ils haïssent ouvertement, et la communauté juive qu'ils disent protéger. Or, on voit que les informations qui ont été établies par le Mossad, donc qui confirment l'assassinat de ces 8 juifs, eh bien, prouvent que finalement, il y a aussi derrière cela une haine antisémite, une haine anti-juive dans le pouvoir, au sein du pouvoir des ayatollahs en Iran. Restez avec nous, Daniel. On parle dans un instant du scandale Sarah Netanyahu. Merci beaucoup, Yael Bornstein, pour cette revue de presse. Voilà, bon printemps. Ouais, on en vient à cette affaire, on va en parler dans un instant avec vous, Daniel. Le couple Netanyahu est donc au cœur de poursuites judiciaires. Pour la 3e fois, un employé de maison porte plainte pour maltraitance contre la première dame israélienne. Le rappel des faits en images et on en parle juste après. Les relations houleuses de Sarah Netanyahu et ses employés ont été une fois de plus médiatisées. L'ancien directeur de la résidence du Premier ministre, Meni Neftali, a déposé une plainte contre Benjamin Netanyahou. Il affirme que le Premier ministre et surtout sa femme ont eu un comportement abusif à son égard tout au long de sa période d'emploi. Il réclame plus de 285 000 $ de dommages et intérêts. Dans sa plainte, Meni Neftali affirme: la famille Netanyahou m'a traité d'une manière paternaliste et condescendante. Le pire, c'était les remarques cinglantes de l'épouse du Premier ministre, Sarah Netanyahu. Parmi plusieurs exemples, Meni Neftali raconte comment Madame Netanyahou l'a réveillée à 3h du matin. Son erreur, avoir acheté du lait en sachet au lieu d'un pack en carton. Quand il lui a fait remarquer l'heure et le ton employé, ce serait le Premier ministre lui-même qui lui aurait dit de se conformer à tous les souhaits de Sarah Netanyahu pour qu'elle se calme. Lors d'un autre incident, autour d'un vase de fleurs, Sarah Netanyahu aurait affirmé que ce genre de choses ne se serait jamais produite à l'Élysée. Dans un communiqué mercredi, le cabinet du Premier ministre affirme: l'affaire n'est qu'une somme de mauvais ragots, fait pour altérer la réputation du Premier ministre et de son épouse afin d'obtenir un avantage financier injustifié. Neftali est le 3e ex-employé à menacer publiquement d'une action en justice les Netanyahou. Liliane Pérez, femme de ménage pour le Premier ministre pendant 6 ans, a intenté un procès en 2012, faisant valoir que Sarah Netanyahu l'avait maltraitée. Naomi Igos, sa secrétaire entre 1996 et 1997, a également affirmé que la femme du Premier ministre l'avait humiliée. La vie privée et le comportement du couple Netanyahou est suivi de près depuis des années, faisant d'eux probablement le couple officiel le plus médiatisé de l'histoire d'Israël. Alors, Daniel Haïk, consultant i24 News, spécialiste des questions israéliennes, c'est des accusations qui sont quand même graves contre Sarah Netanyahu. Bon, dès qu'on parle de Sarah Netanyahu, on parle people et on doit parler en sous-entendu, en partie au conditionnel, parce que tout le monde ne sait pas. On ne sait pas. Il faut parler de la personnalité de Sarah Netanyahu. Sarah Netanyahu est mariée avec Benjamin Netanyahou depuis 1991. C'est la 3e épouse du Premier ministre, il faut le rappeler. Ils se sont connus dans un avion d'El Al. Elle était hôtesse de l'air. Ils se sont rencontrés comme cela. Et depuis que Benjamin Netanyahou est devenu Premier ministre en 1996, on parle de ce couple et de la personnalité de la Première Dame, même avant, puisque en 1993, Benjamin Netanyahou était candidat à la succession d'Yitzhak Shamir, en 92, à la succession d'Yitzhak Shamir au poste de président du Likoud. Et puis il y a eu une fameuse affaire d'une cassette chaude qui avait été appelée à l'époque, qui révélait que finalement Benjamin Netanyahou avait trompé sa femme, sa toute nouvelle femme, donc à l'époque. Et depuis, il y a des rumeurs concernant les relations de ce couple, des relations qui auraient été... On s'arrête un instant sur cette rumeur d'infidélité. L'histoire ne s'arrête pas là. Sarah Netanyahu aurait fait signer un contrat à son mari. C'est ce que je voulais dire. C'est la rumeur qui circule depuis 20 ans. Écoutez, c'est vraiment tombé dans le people et je voudrais être très, très prudent. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un contrat qui pourrait avoir été conclu entre le couple, stipulant que Sarah Netanyahu, par exemple, accompagnerait systématiquement son mari dans tous ses déplacements afin que son mari ne soit pas tenté de faire des écarts comme cela s'est produit. Et Benjamin Netanyahu l'avait reconnu ouvertement à l'époque devant la première chaîne de télévision, qui était la seule chaîne à l'époque. Ça avait fait tout un scandale. Et depuis, donc, les projecteurs sont sur Sarah Netanyahu. Et il faut reconnaître que, bon, il y a des faits.
les faits, ce sont des goûts de luxe de la première dame, par exemple, les goûts de luxe pour les palaces à l'étranger, les robes un peu osées, comme elle en a présenté une l'année dernière lors de la session inaugurale de la 19e Knesset, une robe de mauvais goût, un peu transparente et tout ça. Voilà, un peu vulgaire. Et puis, il y a une réputation de Sarah Netanyahou qui est celle d'être une maniaque de la propreté chez elle, etc. Cela donc suscite donc des interrogations concernant la personnalité. Mais maintenant, je veux être tout à fait honnête. Il y a aussi des gens qui disent que Sarah Netanyahou est une femme tout à fait honorable, qui a un métier tout à fait honorable, qui est psychologue clinique, qui travaille à la mairie de Jérusalem, qui s'occupe en particulier des enfants particulièrement défavorisés. Le Bild allemand, le grand magazine allemand, avait dressé un portrait tout à fait élogieux de Sarah Netanyahou en disant que c'était une femme intelligente, qui était généreuse. Et donc, ça dépend. Donc, il faut préciser qu'il y a une attirance, on va dire un acharnement de la presse israélienne et de la presse des médias israéliens en direction de Sarah Netanyahou, parce qu'il y a on va dire une animosité naturelle d'une partie importante de la presse israélienne en direction de Binyamin Netanyahou, et c'est une manière aussi d'attaquer le Premier ministre pour une certaine presse. Tout de même, ce n'est pas la première fois qu'un employé de maison du couple Netanyahou porte plainte. Oui, mais Sarah Netanyahou n'a par exemple jamais été condamnée. Quels sont les autres cas ? Il y a 2 ans, il y a eu un autre cas, ça a été mentionné dans le sujet, dans lequel une intendante aussi a porté plainte parce qu'elle avait été défavorisée au niveau de son salaire et maltraitée ou exploitée par Sarah Netanyahou. Il s'agissait de la résidence du Premier ministre à Césarée, qui est une résidence privée. Et finalement, il y a eu des arrangements. C'est vrai que Sarah Netanyahou a une réputation... On l'a dit autoritaire, irrationnelle. On l'a dit, voilà, autoritaire. Mais finalement, aujourd'hui, ce couple tient. Il tient. Alors, est-ce que il tient parce que c'est à cause de cet accord d'il y a plus de 20 ans ou pas, ou c'est un accord... c'est au conditionnel. Personne ne sait véritablement ce qui le renferme, ou s'il existe même. Mais cela fait parler de Sarah Netanyahou. Et je crois que le véritable problème derrière cela, la véritable question, c'est de savoir si Sarah Netanyahou... Parce que, en fait, c'est la vie privée de la première dame. C'est vrai que c'est important, mais en fait, cela reste dans le domaine du privé. La question qui est véritablement importante, c'est de savoir s'il y a une implication politique. Voilà, quelle est son influence à Sarah Netanyahou ? Parce que tous ces détracteurs et les détracteurs du couple ont reproché à Sarah Netanyahou de dicter, en quelque sorte, la politique que doit adopter son mari. Même ceux qui ont été très proches du couple se sont retournés contre eux. Est-ce que c'est vrai ? Quelle est son influence sur la politique israélienne ? Ça fait partie aussi des sous-entendus, des rumeurs qui circulent, qui n'ont jamais pu être confirmées. Mais c'est vrai que, par exemple, on va prendre des exemples récents de l'année dernière. C'est Sarah Netanyahou qui, apparemment, se serait opposée formellement à la nomination de Reuven Rivlin au poste de président de la Knesset, alors que Reuven Rivlin devait être le candidat naturel, consensuel du Likoud pour la présidence de la Knesset, et il devait même être candidat pour la présidence de l'État. Sarah Netanyahou aurait exigé de Binyamin Netanyahou qu'il ne soit pas le président, et en fait le président de la Knesset aujourd'hui est Yuli Edelstein. Et puis il y a la fameuse affaire Bennett. C'est une affaire connue. Naftali Bennett a été le très proche conseiller de Binyamin Netanyahou entre 2006 et 2008, jusqu'à quasiment quelques mois avant la campagne électorale. Et puis il a quitté Binyamin Netanyahou avec Ayelet Shaked, qui est aujourd'hui une députée du parti Foyer Juif. Ils ont quitté Binyamin Netanyahou. On ne sait vraiment pas pourquoi, mais il y a des rumeurs qui affirment que Sarah Netanyahou aurait influé sur la démission de Bennett et de Shaked. On ne sait vraiment pas pourquoi, et je ne vais pas rentrer dans ces rumeurs de people, mais toujours est-il que le résultat, c'est que Binyamin Netanyahou, après les élections, alors que le partenaire naturel du Likoud pour la formation d'une coalition gouvernementale était le Foyer Juif, avec ses 12 députés, il aurait dû l'appeler en premier, Naftali Bennett, le leader du Foyer Juif. Eh bien, Binyamin Netanyahou a attendu 3 semaines avant de lui parler. C'est tout un mélodrame. Et là, on a dit que c'était suite à l'opposition farouche de Sarah Netanyahou, qui ne voulait pas voir Naftali Bennett ni en tant que président du parti du Foyer Juif, ni en tant que partenaire dans la coalition gouvernementale. Ça fait quand même beaucoup de rumeurs sur une seule femme pour parler d'acharnement et de chasse aux sorcières, comme dit Binyamin Netanyahou. Oui, mais il faut des faits, il faut amener des faits. Et sortons des rumeurs en tout cas, parlons des faits. Est-ce que vous pensez que ces affaires à répétition nuisent à l'image de Binyamin Netanyahou ? Est-ce qu'il a perdu de sa poudre magique ? C'est très intéressant. En fait, les experts affirment que
chaque attaque contre Sarah Netanyahou fait gagner à Benjamin Netanyahou un pourcentage de popularité. Oui, le résultat, c'est que finalement, on a tellement parlé de Sarah Netanyahou, on voit que Benjamin Netanyahou est Premier ministre depuis maintenant 6 ans. Il a été déjà Premier ministre pendant 3 ans. C'est probablement celui qui va rester le Premier ministre le plus longtemps à ce poste. Et au-delà de toutes les critiques émises en direction de sa femme. Et le couple reste. Et il a l'air solide aujourd'hui. Ils ont 2 enfants. Il faut regarder les images. Parfois, Benjamin Netanyahou a l'air tout à fait amoureux de sa femme. On terminera là-dessus. Daniel, restez avec nous puisqu'on parlera après un nouveau journal de conversion au judaïsme. Un sujet beaucoup plus sérieux. La Knesset voudrait reprendre la main aux autorités religieuses et simplifier toute la procédure. On vous explique pourquoi après un nouveau journal. Restez avec nous. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning sur i24 News. On est ensemble en direct depuis Tel Aviv et on poursuit avec l'actualité de la semaine vue par vous, Michel Kishka, et vos dessins de presse. Bonjour. Bonjour Barbara. Alors on démarre par la situation en Turquie. De nouvelles manifestations anti-Erdogan ont eu lieu cette semaine. Oui, vous savez, d'abord, suite au décès de Berkin Evans, ce jeune manifestant qui avait été blessé dans des manifestations anti-gouvernementales en juin, la rue chauffe. La rue se chauffe très fort, pas qu'à Istanbul d'ailleurs. Et on voit que des plus ça un peu chauffe, partout dans le pays. Et plus ça chauffe et plus Erdogan durcit son discours. Par exemple, la fermeture de Twitter, parce que c'est vrai, ce que réclament ces manifestants, c'est la corruption à l'État. Au cœur de l'État, il y a et le fils d'Erdogan, le fils de 2 ministres proches d'Erdogan, alors qu'il a toujours voulu se positionner comme monsieur propre, avec ou sans guillemets. Et puis tout d'un coup, on se rend compte que derrière ce monsieur propre, il y a autre chose. Et alors, c'est pas en fermant Twitter qu'il va parvenir à nettoyer ce qu'on lui reproche. Alors, j'ai décidé, et là j'ai eu une réaction très intéressante, de dessiner sa femme. J'ai été chercher sa femme sur Google, en train de ne pas parvenir à nettoyer la tache de sang qui est en fait le visage de ce jeune manifestant tué, avec AKP blanchi tout, y compris blanchiment de fond. Et un collègue turc à qui j'ai envoyé ça m'a dit « Quel courage tu as eu de dessiner la femme du Premier ministre, parce que nous, on n'a pas le droit de le faire ici en Turquie. » Alors évidemment, c'est intéressant de savoir que nous, ce sont des choses qu'on ne sait pas. Et en Turquie, on ne la dessine jamais. D'ailleurs, j'ai cherché son nom, j'ai vraiment googlé, et je n'ai pas trouvé son nom. J'ai voulu donner un nom à cette femme. Eh bien, elle n'a pas de nom. En tout cas, on ne parle pas d'elle. Alors, c'est peut-être encore une chose que Erdogan est parvenu à faire, d'accord, c'est qu'elle n'ait pas de nom, qu'il ne soit pas question d'elle. Et bon, puisqu'on vient de parler de Sarah Netanyahou, voilà, justement, Daniel, on parlait de Sarah Netanyahou. Il paraît que c'est une femme très forte derrière son mari. Bon, le proverbe « chercher la femme » se vérifie souvent, aussi avec des dirigeants. Alors voilà, je n'ai pas pu m'empêcher de faire ce dessin parce que je trouve que, et je l'ai déjà dit lors d'une de nos rencontres, il y a quelque chose qui est en train de se déstabiliser dans le pouvoir d'Erdogan, qui avait des visées vraiment très hautes pour la reconstitution de l'Empire ottoman, pas moins que ça. Alors, qu'est-ce que ça va donner? J'en sais rien. Mais moi, je pense qu'il est en train de tomber. Mais ça va mettre du temps. Voilà, parce que plus il va renforcer sa répression, et plus il va tomber, j'ai l'impression. Allez, autre titre, Michel, de la semaine, c'est évidemment cette victoire de Poutine, l'officialisation du rattachement de la Crimée à la Russie. C'est incroyable. C'est incroyable de voir avec quel cynisme et quel machiavélisme cet homme agit. Il avance ses pions sur son échiquier, il reconstitue le puzzle. Et puis, ce dont on se rend compte, et j'ai l'impression que c'est ça que Poutine a compris, que la communauté internationale est tellement faible qu'en fait, il peut faire ce qu'il veut. Parce qu'à part le gronder, le mettre dans le coin avec un bonnet d'âne, on ne peut rien faire. C'est pour ça donc j'ai dessiné la maîtresse Obama, pas du tout contente, avec un 0 de conduite à Poutine, et il doit recopier 100 fois pour demain. Ce n'est pas gentil d'annexer la Crimée au passé, présent, au futur, et à toutes les personnes. Et puis bon, Poutine, très content de lui, dit qu'il adore, j'adore vos sanctions, madame. C'est tout à fait ce qui est en train de se passer. Parce que qu'est-ce que Kerry va pouvoir dire à Lavrov qu'il n'a pas déjà dit? Qu'est-ce que les Nations Unies, qui sont faibles dans tout ce qu'elles font, vont pouvoir faire par rapport à Poutine? Et en fait, les Criméens ont l'air pas du tout insatisfaits, en plus.
Donc il y a quelque chose de vraiment très fort dans cette espèce de reconstitution. Même si ça ne va pas être l'ancienne URSS, ça va être très proche de l'ancienne URSS. Il va se repositionner. C'est ce qu'il cherche à faire, Poutine, il va aller encore plus loin d'après vous ? J'ai l'impression. Il y a des pays satellites qui commencent à craindre que ça va leur arriver. Alors, et le jour où ça arrivera, on sait qu'on ne pourra rien faire. Retour au Moyen-Orient maintenant. On a marqué cette semaine les 3 ans de la guerre en Syrie. Assad se frotte les mains sur le terrain. Il semble avoir regagné la partie. On dirait qu'il parvient à prendre le dessus sur ses opposants qui sont en fait opposés entre eux. On le sait, c'est pas nouveau. Et j'ai tout d'un coup, j'ai eu cette espèce d'image, vous savez, c'est comme ça que ça fonctionne la tête d'un cartooniste, de la Reconquista, la fameuse Reconquista européenne chrétienne contre les envahisseurs musulmans de l'époque. Et je me dis, voilà, il est en train de s'amuser avec son jeu de Reconquista. Il y a plusieurs niveaux, il y a Assad 1, Assad 2, Assad 3, parce qu'il a en vue sa 3e réélection. Et il est possible qu'elle ait lieu. Donc c'est assez incroyable, après tout ce qui s'est passé pendant ces 3 ans, et les 145 000, on n'est même pas sûr du nombre, de morts dans les 2 camps, c'est les 2 camps mélangés, qu'il est encore capable de se faire réélire, parce que l'opposition n'est pas parvenue à mettre qui que ce soit face à lui. D'ailleurs, l'opposition n'a jamais existé. L'opposition existe que depuis qu'il y a cette guerre civile. Et voilà, il a l'air très content de lui, et il va encore gagner une partie gratuite. Voilà. Daniel ? Ouais. Le point commun entre ces 2 dessins, c'est en fait la faiblesse d'Obama. Sans vouloir paraphraser Moshe Yaalon de cette semaine, bien, entre la Russie et la Syrie, finalement, on voit, se révèle la faiblesse de l'administration Obama. C'est peut-être le début, on est en train de vivre aujourd'hui peut-être le début d'une nouvelle redéfinition presque mondiale par rapport à cette politique, à cette nouvelle diplomatie américaine qui est perçue dans les pays forts comme une marque de faiblesse. C'est juste, mais je ne dirais pas la faiblesse d'Obama, je dirais tout simplement la faiblesse des États-Unis, qui, de la grande superpuissance de la fin du XXe siècle, est dans sa période de déclin. Et ce n'est pas à cause d'Obama qu'elle est dans cette période de déclin. C'est-à-dire, on n'est pas passé de George Bush à Obama d'un seul coup. Et ce qui rejoint les 2 thèmes dont on vient de parler, c'est aussi le fait que l'allié, comme par hasard d'Assad, c'est Poutine. C'est intéressant qu'il ait l'appui inconditionnel. Absolument. Voilà, absolument. Vous voulez nous parler de Fukushima également cette semaine. Oui. Les drames ne s'arrêtent pas, en fait. Les drames ne s'arrêtent pas parce qu'en fait, j'ai lu 2 choses. D'un côté, c'est que la semaine prochaine, ce sera les 20 ans de la catastrophe de Tchernobyl. Et là, ça fait quelques jours que le système de décontamination de l'eau irradiée de Fukushima ne fonctionne plus. Vous savez, ce sont des litres ou des tonnes, puisqu'un litre d'eau, c'est 1 kilo. Alors on peut parler en litres ou en tonnes. Ce sont des millions de litres qui se déversent dans l'océan. Mais c'est aussi notre océan. Voilà, c'est l'océan de tout le monde. Dangereux. Voilà, et on se rend compte de la perte totale du contrôle. Il y a même à Tchernobyl, qu'on a enfermé dans une chape de plomb, c'est pour 100 ans, c'est fermé. Que les prochaines générations se démerdent. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer là-bas aussi. Et donc pour moi, c'est un peu la scène de l'apprenti sorcier de Mickey, avec ses balais et ses sauts qu'il ne parvient pas à arrêter. Voilà, c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est pas tellement marrant, mais bon, c'était un bon sujet à dessiner. Et puis c'est le poisson qui finalement boit la tasse. Et on termine par la francophonie, pas de dessin, mais un coup de gueule. Oui, voilà, hier, il y avait au collège de Natania une rencontre très intéressante sur les écrivains juifs francophones. Et moi, je me souviens, ça fait des années qu'Israël essaye de faire partie de tous les événements sur la francophonie. Et à cause de l'opposition très virulente de tous les pays arabes francophones, et ils sont nombreux, puisqu'ils ont tous été colonisés par la France, ou souvent. On lui refuse son entrée. On lui refuse son entrée. Alors je dis, il n'y a pas de fête de la francophonie, il y a une fête de la judéophobie chez eux, et c'est vraiment dommage qu'on en soit encore là au XXIe siècle. Merci Michel. Restez avec nous. On parle à présent de cette loi examinée par la Knesset. C'est une loi controversée qui doit modifier en Israël la procédure de conversion au judaïsme. Alors jusqu'à présent, cette conversion était gérée par les autorités religieuses. La procédure serait désormais fixée par le Parlement qui souhaite la simplifier. Explication Maël Benoliel. Le débat sur les procédures de conversion au judaïsme en Israël est officiellement lancé. Un nouveau projet de loi sur cette question délicate a été présenté au Parlement israélien. Initié par le groupe parlementaire centriste Atnoua, le mouvement,
Ce projet de loi propose de faciliter la conversion au judaïsme en évitant de passer par les tribunaux rabbiniques, jusque-là seule habilités à délivrer des certificats de conversion. Vous savez, il y a plus de 100 000 nouveaux immigrants venus de l'ex-URSS qui sont de véritables frères pour nous. Ils servent dans l'armée avec nous, ils sont nos collègues, ils se marient avec nous. Et selon la loi juive, ils ne sont pas juifs, parce qu'uniquement leur père ou leur grand-père sont juifs et pas leur mère. Par contre, selon l'État, ils sont considérés comme juifs, en vertu de la loi du retour. Et malheureusement, quand ils veulent se convertir, les tribunaux rabbiniques leur posent beaucoup d'obstacles. De son côté, le groupe parlementaire sioniste religieux Habayit HaYehudi, le foyer juif, s'est vivement opposé à ce projet de loi. Notre crainte, c'est que cette loi qui reconnaît les conversions libérales qui ne sont pas dans les critères de la stricte loi juive scinde le peuple juif en deux, avec d'un côté ceux qui se convertissent de cette manière et ceux qui continueront de la manière traditionnelle. Cela va diviser la société israélienne et c'est pour cela que sous sa forme actuelle, nous sommes contre cette loi. Ce projet de loi est déjà source de conflits entre le gouvernement et les deux grands rabbins d'Israël. Dans une lettre commune adressée au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et au ministre des Affaires religieuses Naftali Bennett, le rabbin Yitzhak Yosef et le rabbin David Low regrettent un manque de concertation. Il est impossible que la Knesset vote une loi à caractère religieux sans l'aval du grand rabbinat d'Israël. Alors que le projet de loi a déjà passé un vote préliminaire à la Knesset, il semblerait pourtant qu'une telle loi ne rentrera pas en vigueur avant un bon moment. Alors Daniel, on vient de le voir, les deux grands rabbins d'Israël s'opposent à cette loi, ce projet de loi. Ils ont peur de quoi ? Et ils ont peur d'une scission au sein du peuple juif en Israël, peut-être même en diaspora, que cette loi soit trop ouverte, trop souple par rapport à la conversion et que cela permette la conversion de gens qui ne sont pas véritablement entrés selon la définition orthodoxe de la halakha dans le giron du peuple juif. Et cela pose, la dernière réflexion des grands rabbins pose véritablement le problème de la relation entre religion et État dans l'État d'Israël. L'État d'Israël n'est pas un État théocratique, mais c'est un État dans lequel la religion a un poids, en particulier dans les rapports humains, dans les mariages. On ne se marie pas devant le maire, mais on se marie devant le rabbin. On divorce devant un tribunal rabbinique. Et s'il y a conversion, et le problème de la conversion s'est posé avec beaucoup plus d'acuité depuis l'arrivée massive de plusieurs centaines de milliers, enfin on va dire plus d'1 million d'olim de l'ex-Union soviétique, de nouveaux immigrants au cours des 20 dernières années, parmi lesquels il y avait au moins 150 000 non-juifs selon la définition de la halakha, mais qui sont devenus israéliens selon la loi du retour. C'est le paradoxe, c'est l'un des paradoxes de la société israélienne. Et là, donc quelque part, le gouvernement israélien a essayé d'ouvrir la procédure, d'alléger la procédure de conversion qui est fastidieuse, il faut le reconnaître. D'après la halakha, se convertir, l'État d'Israël, le judaïsme n'est pas une religion prosélyte, et la halakha, c'est la loi juive, elle est extrêmement rigide concernant les conversions. Concrètement, pour un candidat ou une candidate qui souhaite se convertir, ça prend combien de temps ? On lui demande quoi ? Alors, ça prend beaucoup de temps à l'étranger, ça prend un peu moins de temps en Israël, justement parce qu'il y a eu des tribunaux rabbiniques qui ont été formés, qui sont plus souples dans leur procédure de conversion. Mais là, aujourd'hui, ce que veut faire le député Elazar Stern, ce n'est pas extraire des grands rabbins l'autorité au niveau de la conversion, mais c'est justement donner ces pouvoirs, ces prérogatives, non pas aux tribunaux rabbiniques, qui sont des juges spécialisés, qui sont spécialisés dans la procédure de conversion, mais l'accorder simplement à des rabbins de ville. Pourquoi ça simplifierait la procédure ? Parce que finalement, tout candidat à la conversion pourrait arriver chez le rabbin de sa ville, par exemple le rabbin de Tel Aviv, le grand rabbin de Tel Aviv, et lui dire voilà, je fais une procédure. Le grand rabbin de Tel Aviv, si c'est une personnalité ouverte, eh bien cela facilitera, il fera accélérer la procédure, il la simplifiera au maximum, en particulier si l'on sait que le candidat à la conversion est par exemple le soldat. Il faut savoir qu'il y a des programmes
drame, c'est un problème aussi dans la société israélienne. Ce sont des soldats, il y a des soldats israéliens qui sont au combat, qui combattent dans l'armée israélienne. Certains sont morts pour la défense de l'État d'Israël, mais qui ne sont pas reconnus comme juifs selon la halakha. Cela pose des problèmes lorsqu'il faut les enterrer, malheureusement. Mais effectivement, il y a une volonté de simplifier la procédure, de la retirer des tribunaux rabbiniques qui souvent sont trop rigides, trop entre les mains du monde orthodoxe et trop rigides. On voudrait passer ce pouvoir à des rabbins qui sont plus ouverts. C'est un danger pour le judaïsme ? Bien, cela peut aller effectivement vers un risque de scission, c'est-à-dire si les mouvements orthodoxes ne sont pas d'accord et si les grands rabbins d'Israël, comme il le souligne, ne sont pas d'accord, ne reconnaissent pas cette loi, eh bien il faudra créer une sorte de registre parallèle dans lequel on mentionnera ceux qui sont convertis selon la halakha orthodoxe et ceux qui sont convertis de manière plus libérale, on va dire. Il y a un autre problème, c'est qu'il y a aussi un problème. Là, on parle du problème interne d'Israël à ce niveau-là et de cette scission, mais par rapport aussi aux Juifs de diaspora, parce que finalement, les conversions américaines, et c'est la plus grande communauté juive en dehors d'Israël, ne sont pas reconnues par ce même rabbinat. Ils sont en général libérales. Ils sont en train de provoquer la scission du peuple juif, qui finalement, ils le réduisent de moitié si ça continue d'aller dans ce sens. Et je pense qu'il faut leur retirer la mainmise absolue aux orthodoxes, qui souvent sont antisionistes, Moi, je pense, on n'a aucun avantage à être juif. Oui, donc, si quelqu'un veut l'être, il faut le laisser. Moi, c'est mon point de vue. S'il est à ce point veut être juif, alors pourquoi pas ? Je crois que c'est un des défis de la société israélienne de trouver le juste milieu entre État et religion. Exact. Et ça, c'est pas facile à faire. Il faut qu'il y ait des gens qui soient à la fois religieux, mais qui comprennent les besoins spécifiques de l'État d'Israël, qui n'étaient pas les besoins que l'on avait en diaspora. C'est vrai, on exige plus d'un converti que d'un juif. Voilà. Et c'est pas normal. Voilà, et c'est un débat qu'on pourrait continuer encore longtemps. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin. À suivre, dans le Morning, on parlera de microcrédit. Le système a le vent en poupe en Afrique, vous allez le voir. On parlera de 3 femmes, elles ne se connaissent pas, mais ont tout en commun cette même volonté de sortir de la pauvreté. Les images et les explications après un nouveau journal. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning. Nous sommes le vendredi 21 mars et on reparle à présent de la situation en Crimée. Son rattachement à la Russie a eu plusieurs conséquences directes et extrêmement concrètes. On s'arrête ce matin sur un exemple. Le passage de la République au rouble est désormais la monnaie officielle. Regardez ces explications signées Betsabe Salem. La hryvnia ukrainienne est mise de côté. C'est désormais le rouble, monnaie russe, qui est la monnaie officielle de la Crimée, avec des conséquences sur l'économie. Mercredi, la première banque ukrainienne, la Privatbank, a annoncé avoir cessé toute opération en Crimée en raison de l'incertitude sur le statut juridique du système bancaire de la péninsule. Le même jour, toutes ces agences étaient déjà fermées, tandis que des foules de déposants inquiets se rassemblaient devant d'autres établissements de la région. Quand je suis arrivée en Crimée, j'ai pris des millions de coupons. On était millionnaires. Après, au bout de 6 mois, on est passé à la hryvnia. C'était très dur. J'en parlais avec une comptable aujourd'hui. On a eu le rouble, les coupons et la hryvnia déjà. C'est très dur. Les employés des banques se veulent quant à eux rassurants. Ce n'est qu'une question de temps pour que les choses se mettent en place. Il n'y a rien à craindre. On dit que les banques sont soi-disant fermées. Il y a une réorganisation de notre banque. Tous les clients doivent passer au rouble. On va travailler selon la législation russe. Des informaticiens travaillent sur ces changements actuellement. Des changements qui pourraient prendre quelques mois et qui sont vivement contestés par Kiev. Le président ukrainien par intérim, Oleksandr Turchinov, considère que le passage dans la zone rouble, alors que toute l'économie de la Crimée est tournée vers l'Ukraine, conduira de facto à l'arrêt de cette économie. D'un point de vue strictement technique, l'opération est moins compliquée qu'il n'y paraît. Au-delà du contexte politique, le processus est comparable à celui de l'adoption de l'euro par la Lettonie en janvier. Mais côté entreprise, les choses sont plus compliquées et il est difficile de dire quel sera l'impact de la rupture des liens avec l'Ukraine et des sanctions sur leur activité.
Alexandra Goujon, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes politologue, spécialiste de la Russie et de l'Ukraine. Vous êtes prof notamment à l'IEP de Paris. Alors les 28 vont signer aujourd'hui avec Kiev le volet politique de ce fameux accord d'association. À quel point cette signature est significative dans cette crise ? Alors effectivement, cette signature, elle est significative parce qu'on se souvient que fin novembre, la mobilisation citoyenne était née de ce refus d'accord d'association. Ce n'est que le volet politique, donc ça veut dire que l'Ukraine est engagée vers la consolidation de sa démocratie et de son état de droit. Restent bien évidemment les questions économiques, et l'on sait aujourd'hui que la situation financière ukrainienne est extrêmement délicate, et que de ce point de vue-là, bien évidemment, je pense que les dirigeants ukrainiens vont essayer d'obtenir un certain nombre d'avantages économiques de la part de l'Union européenne. Alors hier, on a vu Moscou et Washington s'affronter à coups de sanctions interposées. Poutine a répliqué à Obama dans ce bras de fer. Qui va être le grand perdant ? C'est très difficile de le dire. Je crois que pour l'instant, en tous les cas, le perdant, c'est surtout l'Ukraine, puisqu'on a le sentiment que finalement, la Crimée, l'annexion de la Crimée par la Russie est quasiment actée. C'est-à-dire que les sanctions n'ont rien changé, et que là, l'Union européenne évoque des sanctions, mais s'il y a une nouvelle agression. Et donc, pour l'instant, l'Ukraine a été amputée de son territoire. Et elle va laisser faire l'Ukraine. Kiev va en rester là ? C'est très difficile de le savoir pour l'instant. C'est vraiment, je crois que la situation en Crimée est très délicate. La question notamment des militaires ukrainiens qui ne souhaitent pas forcément, pour une large part, rejoindre l'armée russe. Donc, bien évidemment, l'Ukraine est profondément choquée. Mais elle n'a pas beaucoup les moyens, elle n'a pas vraiment les moyens d'agir. Elle ne s'était pas préparée à un conflit armé. La plupart des désaccords politiques en Ukraine se résolvent par le dialogue politique depuis l'indépendance. Et là, bien évidemment, c'est un coup extrêmement fort contre l'Ukraine. Voilà, dernière question, Alexandra Goujon. Le chef de la mission de l'Ukraine aux Nations Unies déclare cette nuit qu'il y a des indications que la Russie prépare une opération de grande envergure en Ukraine, dans les autres parties de l'Ukraine. Est-ce que vous pensez que c'est un scénario plausible ? Vladimir Poutine va aller plus loin ? C'est très difficile de le dire, mais par contre, ce qu'on sait aujourd'hui, et la conférence de presse de Vladimir Poutine l'a prouvé, c'est que l'Ukraine est un enjeu en tant que pays, en tant qu'État, et que la question, c'est la réhabilitation d'une sorte d'union d'États, incluant bien évidemment la Russie, l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie. Il n'ira peut-être pas jusqu'à l'annexion, mais en tous les cas, il va y avoir des pressions extrêmement importantes, et notamment dans le cadre des prochaines élections présidentielles, pour qu'il y ait une forme de loyauté de l'Ukraine à l'égard de la Russie. Alexandra Goujon, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Et toujours au sujet de cette crise, il faut savoir que depuis la fin des violences à Kiev, 10 Ukrainiens blessés place Maïdan se font soigner en ce moment même dans un hôpital israélien. Reportage signé Nathalie Elrich avec Leslie Rezoug. Les médias internationaux présentent souvent la crise ukrainienne comme une bataille entre l'Orient et l'Occident. Elle est même parfois comparée à un début de guerre froide. Mais pour les personnes qui la subissent sur le terrain, c'est une lutte pour la survie. Sergueï Trapezoun compte parmi les centaines de blessés de la place Maïdan, lieu d'affrontement entre snipers et manifestants. Je n'ai pas du tout paniqué et je n'ai pas eu peur. J'étais très lucide, je voulais bander ma blessure. Heureusement que je portais une ceinture. Je l'ai utilisée comme un garrot. À présent, il est traité avec 9 autres Ukrainiens dans des hôpitaux israéliens. Plusieurs autres pays soignent également les blessés, notamment la Pologne, la République tchèque, l'Allemagne et l'Autriche. Mais les 10 hommes venus en Israël souffrent de nombreuses blessures, principalement par balles. Certains doivent subir d'autres interventions chirurgicales. Personne ne peut vraiment les soigner car personne n'a l'expérience requise pour ce type de blessure. Seuls 2 hôpitaux israéliens, Kaplan et Hadassah, ont confirmé par courrier qu'ils pourraient les accueillir et leur offrir leurs soins.
2 des blessés sont traités à l'hôpital d'Adassa à Jérusalem. Les 8 autres sont au centre médical de Rehovot, à une quarantaine de minutes de Tel Aviv. Cet effort a été initié par une équipe privée de bénévoles et les frais sont entièrement couverts par des dons privés. Le docteur Valeria Babicheva s'est engagée alors qu'elle visitait sa famille restée en Ukraine. Nous leur avons d'abord fourni de la nourriture, des médicaments, des seringues, des bandages. Ensuite, je leur ai proposé mon aide en tant que médecin. C'est comme ça que tout a commencé. Par la suite, elle a contacté un centre d'aide à Kiev qui aide les blessés ukrainiens à trouver un traitement approprié. Valeria a pu négocier un tarif spécial avec l'hôpital où elle travaille. Un philanthrope résidant à Kiev a fait un don de $60,000. Un fonds ukrainien constitué de dons privés ainsi qu'une compagnie privée ukrainienne ont fourni ensemble les $73,000 nécessaires à l'affrètement d'un avion médical pour 9 des patients. Mais au total, il manque encore $543,000 pour couvrir les frais de traitement des 8 Ukrainiens de l'hôpital de Rehovot. Pendant ce temps, en Israël, un groupe de soutien s'est formé, l'aide aux blessés de Maïdan. Ils récoltent des dons et aident les victimes à contacter leur famille à Kiev. Et comme tous les vendredis, on parle de l'Afrique avec vous, Laura Duhamel. Bonjour. Bonjour. Alors, on parle cette semaine de microcrédit, de l'histoire de 3 femmes. C'est un docu-web qui raconte leur histoire. Tout à fait. Alors, elles s'appellent Soumitra, Micheline ou encore Philomène. Elles vivent aux 4 coins du monde et elles ne se connaissent pas. Mais toutes ces femmes ont en commun une chose, la volonté de sortir de la pauvreté. Et grâce à l'ONG CARE, c'est devenu possible. Le projet existe depuis 1991. Chaque semaine, elles sont donc entre 5 et 30 femmes à se réunir en association villageoise pour épargner ensemble. Et cet argent collecté permet ensuite de financer des petits commerces comme des potagers ou des ateliers de couture. Regardez le trailer du très beau docu-web à ce sujet. Le bol bleu, c'est l'épargne. Le bol vert, c'est la solidarité. Et le rouge, c'est l'amende. Le mouvement avec là, qui a aidé nous développer tête nous, sans que nous ne déranger ni banque, ni l'État. Alors, on a un petit peu compris grâce à cet extrait, mais comment ça fonctionne? Alors, effectivement, vous en doutez, c'est très original, cette histoire de bol. Alors, regardez ces images pour mieux comprendre. Chaque groupe de femmes dispose d'une caisse fermée par 3 cadenas. Les 3 cadenas sont détenus par 3 femmes différentes. À l'intérieur de cette caisse, vous avez 3 bols. Un bol bleu pour mettre l'argent épargné, comme on l'a vu dans les images, un bol rouge pour les dettes et un bol vert qui s'appelle le bol de la solidarité qui sert à financer les coups durs de la vie. Ces jolis bols prêtent à sourire, mais finalement c'est très sérieux. Ils permettent une gestion claire de l'épargne sans la participation d'aucune banque. Et c'est ça la vraie originalité de ces associations villageoises, ces bols de couleur gérés de façon totalement autonome. Donc concrètement, pour épargner, on utilise le bol bleu, c'est ça, j'ai bien compris? Exactement. Le bol vert sert pour les coups durs de la vie, c'est un bol qui s'appelle le bol de la solidarité, et puis le bol rouge fonctionne pour les dettes. Alors en fait, cet argent finance tous les projets de ces femmes, comme des petits commerces, je vous le disais. Ce qui est aussi intéressant dans ces associations villageoises, ce sont leurs règles qui sont très précises. Notamment, chaque femme ne peut emprunter que jusqu'à 3 fois le montant qu'elle a épargné, et elle doit ensuite rembourser avec des intérêts. C'est ça qu'on appelle la dette? Alors oui, c'est ça. Elles mettent les intérêts dans le bol rouge, le bol de la dette. Et à la fin de chaque cycle, finalement, les femmes se repartagent l'argent épargné en plus des intérêts, donc en plus de l'argent qui a été mis dans le bol rouge. Le communisme, donc à petite échelle, finalement, ça fonctionne très bien. Le bol vert, alors vous dites pour les coups durs de la vie, c'est Voilà, quoi? C'est un bol solidarité? Exactement. Si un décès arrive dans la vie d'une femme, eh bien, on va prendre de l'argent dans le bol vert pour l'aider. Et il provient d'où cet argent? Pareil, c'est de l'épargne, du bol tout le bleu. monde. Ah, c'est ça, d'accord. Voilà. On a un autre extrait à regarder peut-être? Oui, regardez l'histoire de Dunkas qui est en Côte d'Ivoire. Alors en fait, c'est une initiative qui touche surtout les femmes. Elles sont à 80% membres de ces associations villageoises et ce n'est pas sans poser problème pour les hommes. Regardez l'histoire de cette femme en Côte d'Ivoire
qui a créé plusieurs associations villageoises. Au début, vraiment, c'était difficile. Mon mari, c'était pas facile. Ses camarades se moquaient de lui. On dit, mais toi là, c'est pas la peine. Tu as une femme, elle doit préparer pour toi, surveiller les enfants. Et puis toi, la femme est partie en voyage. Au départ, il y avait une concurrence. L'homme percevait mal que la femme ait des moyens pour chercher à asseoir son autonomie. Et je crois que de plus en plus, les hommes acceptent. Et à l'évidence. Alors pourquoi les femmes sont visées par ces projets-là ? Eh bien, c'est une question très intéressante. Il y a plusieurs raisons. Alors d'une part, les femmes remboursent mieux que les hommes. Et puis en Afrique, il faut savoir que la femme joue un rôle prépondérant en matière de développement. C'est un fait assez méconnu, mais pourtant les femmes produisent plus. Elles représentent 70% de leur main-d'œuvre agricole en ayant seulement 1 à 2% d'accès à la terre. Et puis comme partout, on sait quelque chose, eh bien, elles cumulent les rôles de travailleuses et de mères, ce qui entraîne une féminisation de la pauvreté. Et donc pour toutes ces raisons combinées, l'association CARE a choisi de viser en priorité les femmes avec ce projet. Et c'est pas toujours sans problème, comme vous l'avez entendu dans cette histoire de Dorcas en Côte d'Ivoire. Alors on parle beaucoup de microcrédit, ça fait quelques années, spécialement en Afrique. Expliquez-nous en quelques phrases simples, c'est quoi le microcrédit ? Alors c'est vrai que c'est un mot un peu barbare. Le microcrédit, en fait, c'est assez simple. Ce sont des prêts de faible montant qui sont accordés à des taux d'intérêt très bas, soit par des ONG, soit par des banques. C'est donc un concept qui s'adapte tout particulièrement aux pays en voie de développement et qui a drainé depuis 30 ans des espoirs immenses en Afrique. Alors aujourd'hui, le problème, c'est qu'avec plus de 205 millions de clients dans le monde, la microfinance est en crise. On constate les mêmes et éternelles dérives, comme la pratique des taux d'intérêt excessifs. Aujourd'hui, il est donc urgent de remettre le client au cœur de la microfinance. Et c'est justement ce que permet le projet de ces associations villageoises. Et le projet avec, alors il apporte quoi ? Alors il a apporté énormément de choses à ces femmes. On sait par exemple que les femmes qui gagnent de l'argent réinvestissent 90% de cet argent dans leur famille, dans la scolarisation des enfants par exemple. Ces associations villageoises ont donc des effets directs sur la lutte contre la pauvreté. D'ailleurs, de plus en plus d'hommes s'intéressent à ces associations. Au Mali par exemple, les hommes représentaient 3% au sein de ces associations et ils sont aujourd'hui près de 10%. Les hommes se mettent au microcrédit aussi en Afrique. Alors, le microcrédit, c'est un concept plus global. Là, cette initiative d'association villageoise, c'est finalement c'est comme ça fait partie du microcrédit, mais c'est une application particulière, si vous voulez, de ce microcrédit. Mais en tout cas, ça marche. Ah, ça fonctionne très bien et ça existe depuis 1991. Alors le docu vient de sortir, mais finalement, c'est une initiative qui a presque 30 ans. Merci beaucoup d'être venue nous en parler. Laura, on se retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir pour continuer à explorer ce beau continent qu'est l'Afrique. À suivre dans le Morning, on parlera tendance. Vous allez le voir, la dernière mode est précisément à l'anti-tendance. Ça s'appelle le normcore. Il faut tout simplement se détacher des modes, bref, être le plus normal possible. Les images après un nouveau journal. Merci d'être avec nous sur i24 News. Et pour cette dernière partie du Morning de la semaine, on ne va pas se priver, on va parler mode, textile, design avec vous, Marie Chek. Bonjour, merci d'être avec nous. Avec vous également, Yohan Waki. Vous allez nous parler dans un instant de la dernière tendance. Elle est à l'anti-tendance. Elle est à l'anti-tendance. C'est ça. On va parler aussi du Wonder Bra, vous allez voir. Une partie entièrement donc consacrée aux fringues. J'adore ça. Et on commence avec une expo au musée d'Israël. Ça s'appelle Dress Code. Voilà, Dress Code, une exposition qui a ouvert toujours la semaine dernière ou il y a quelques jours, donc on en parle, et où on va montrer 100 différents costumes, robes, comme vous voyez là, toutes brodées, de différents continents, de quatre continents dans le monde, des robes de mariage, des robes de fiançailles, des robes de fête, des robes de festivités, du monde entier, sublime. C'est la plus grande collection au monde de robes qui appartient au musée d'Israël. Quelle est sa nouveauté ? C'est qu'ils l'ont présenté comme des sculptures. C'est-à-dire que quand on rentre dans cet espace,
Et la scénographie est absolument magnifique. Il y a une séparation entre une robe et l'autre, avec une sorte de rideau transparent. Et on cherche les ombres et les lumières. On va reparler de la scénographie dans un instant, mais à qui appartenaient toutes ces robes? Elles retracent quelle histoire? Elles retracent l'histoire des Juifs dans le monde entier. Et à toutes les époques? 200 ans. 100 robes de 200 ans. Donc du XVIIIe siècle au... Et que des robes qui étaient portées pour des occasions spéciales, c'est ça l'idée? Toutes faites à la main, tout est influencé par l'endroit où les gens vivaient. Si on est en Asie, on est très coloré. Si on est en Europe de l'Est, on est plus blanc, brodé, plus neutre. C'est-à-dire que à travers la robe, à travers le costume, on découvre et les rites de l'époque et la façon traditionnelle de ces peuples qui sont... À la fin, beaucoup d'eux sont arrivés ici en Israël. C'est un peu comme les synagogues éparpillées dans le monde. C'est un peu les robes. Il était de coutume aussi de donner dans certains pays africains, de donner la robe qu'on avait, le trousseau qu'on avait à la synagogue. C'était un hommage. C'était pour perpétuer la tradition. Et donc, ils ont ramassé ça, ils ont reçu ça. Vous voyez, c'est vraiment une sculpture. Vous savez, quand on va à Paris, on va voir des expos d'Alaïa, on va au musée Guimet, et on est toujours fasciné par la beauté, l'esthétique des Français. Et là, j'ai eu le même choc et je me suis demandé si j'étais à Paris ou en Israël parce que... C'est la mise en scène qui rend ça beau ou les robes elles-mêmes? En même temps. D'accord. C'est l'apothéose de la tradition. Alors, qu'est-ce qui vous a plu dans cette scénographie? Comment Justement, elles sont moi, exposées, ces robes? vous voyez, je suis toujours en noir et blanc, très classique, donc vraiment, c'est vraiment pas mon truc. Mais c'est juste tellement beau que le tissu devient une pièce d'art. C'est ça. Pour moi, le tissu est comme une palette. Et on voit la divinité du toucher. On a envie de la toucher. On a envie presque de la porter. On a envie d'être dedans. Et c'est pour moi un beau tableau. On me demande souvent qu'est-ce qu'on achète. On achète ce qu'on veut voir tous les jours. Et ces robes... Elles sont, regardez, je suis sûre que Kenzo a été vraiment influencé par ces robes, ces layers, ces motifs, les broderies. Tu vois bien qu'il y a une grande manufacture derrière de toute une palette de femmes qui travaillent dur, mais pour obtenir une sculpture. C'est ça qui m'a fascinée, c'est rentrer dans le musée d'Israël, chercher de l'art contemporain, rentrer dans cette exposition. Vous nous parlez d'art contemporain chaque semaine, et là il se passe quoi? Et j'ai trouvé que c'était historienne. Oui, voilà. J'ose dire. Non, mais j'ai trouvé que c'était beau comme des tableaux. C'est de l'art. Voilà, c'est de l'art. Voilà, j'ai décidé que les habits, les designs, il y a plus de... On casse les murs, et voilà, on rentre, on touche tous les domaines, et c'est de l'art, c'est de la création, c'est juste... Regardez cette forme-là, et regardez, ça tombe comme ça. Chacun a son chic, hein, et ensemble, c'est vraiment comme un film. Regardez, les soutiens-gorge brodés. Ah, c'est des soutiens-gorge, oui, ça. Des soutiens-gorge, mais qu'on mettait discrètement en dessous des robes. Ça a toujours été... Les Juifs n'ont jamais exposé leur corps, on le sait bien. Donc on est caché sur des tissus, sur des siècles, modeste, de décennies de tradition. Donc voilà, c'est au musée d'Israël. Jusqu'au 14 octobre. Alors on continue 2014. de parler mode et textile, Voilà. Marie, avec une institution en Israël. Ça l'est devenu depuis quelques années, c'est l'école Shenkar. Alors de quoi s'agit-il? C'est quoi Shenkar? Shenkar, c'est une école à Ramat Gan qui mélange ingénieurs, textile, design, mode, et qui était une petite école et qui est devenue une énorme école. Même dans le monde, elle est connue? Dans le monde, l'école Shenkar? tout à fait. Beaucoup de ces designers. Regardez, c'est juste... Ce que je voulais montrer aujourd'hui, c'est le rapport entre la tradition, le côté créatif il y a 200 ans et d'aujourd'hui. C'est comme si que c'est les mêmes artistes qui ont fait les mêmes robes. Ah, et les mêmes tissus. Hein, ce jeune artiste est éthiopien, cette jeune artiste est russe, Katia Zorin, et ils sont déjà des stars. Hein. Ils ont terminé il y a 3 ans, ils sont déjà leur studio, ils sont connus mondialement. Donc cette Katia Zorin prend le tissu, le rend juste une poésie, je dirais. Si je pouvais un jour vous montrer un tableau à côté, vous verrez que c'est la même chose. Et une délicatesse, les points rouges, vous voyez les mélanges. Et ça, c'est fait comment? C'est ou brodé ou peint
C'est ça, on dirait presque de l'encre de Chine. Hein. Tout à fait. Donc vraiment, c'est un tableau. Quoi. Et le monsieur qui est en charge de ça s'appelle Uri Zeig. Le directeur du département de textile pendant 5 ans est un très grand artiste qui s'appelle Uri Zeig, qui a 10-15 ans a décidé de s'évader du monde de l'art qui était si opprimant. Il est rentré dans les textiles à Shenkar et il a créé des vrais tableaux. Et si vous allez à cette fin d'année, c'est juste défilé de fin d'année de Shenkar, c'est devenu un rendez-vous incontournable. Hein. Incontournable. Vous y allez chaque année ? Non, une année, mais je vais commencer à aller tous les ans. Il faut commencer quelque part. Barbara, je vous inviterai à venir. Et donc, j'avais montré au début la broderie dorée. C'est un mélange c'est un artiste éthiopien, Eldad Tarake, et qui mélange la culture éthiopienne colorée. Vous savez, voilà, regardez comme c'est beau. Et des côtés anglais. Donc il a mélangé ces deux origines. Et regardez, c'est vraiment... Ça pourrait devenir une robe au musée d'Israël. Je veux montrer, comme je dis toujours, on n'a rien inventé, on continue la tradition, on continue l'influence, on continue l'esthétique. Si on touche, si on n'est pas limité, si on est créatif, si on est trois-dimensionnel, voilà, on crée ce magnifique tissu qu'on peut voir aujourd'hui au Japon ou en Inde. Donc voilà pour l'école Shenkar, tout le monde aura retenu son nom. On continue de parler mode, je vous le disais, et de soutien-gorge. On a vu les soutiens-gorge d'il y a 200 ans. On va parler aujourd'hui d'une marque emblématique de soutien-gorge. Vous voyez de quoi je parle ? Wonderbra. Wonderbra, évidemment. Alors, elle fête ses 20 ans aujourd'hui, cette marque Wonderbra qui a révolutionné un petit peu la poitrine des femmes. 20 ans de campagne de pub, choc également pour cette marque. C'est un sujet de Michal Divon et Sandy Fortis. Regardez. L'aventure Wonderbra a commencé au Canada en 1935, mais le nom actuel est né dans les années 60 aux États-Unis, et c'est dans les années 90 que la marque au push-up sensationnel a débarqué en Europe. Au fil des années, Wonderbra a su se renouveler et se donner une image plus féminine et sexy. Cette semaine, elle fête ses 20 ans, une occasion toute trouvée de passer en revue les différentes campagnes de pub innovantes. En 1994, la campagne Hello Boys de Wonderbra avec Eva Herzigova a été élue meilleure campagne de pub de ces 5 dernières décennies. Une campagne exposée au Victoria and Albert Museum de Londres. Avec des sublimes mannequins souvent peu vêtus et au physique accrocheur, la marque a capté le public en mixant intelligemment l'humour, la créativité et le sex appeal. En France, c'est l'écrivain Frédéric Beigbeder qui a signé cet excellent slogan. En communication, les stratégies de publicité veulent donner confiance aux clientes. Avec ses campagnes, Wonderbra a compris que les femmes percevaient ces produits comme une aide pour les rendre plus belles, plus attractives. On peut cependant souligner que si la cible est féminine, les pubs semblent clairement destinées à séduire les hommes. Sans entrer dans le grand débat sur les campagnes dégradantes pour l'image, on peut noter dans les campagnes Wonderbra la présence des plus belles filles du monde. Les mannequins se sont précipités à la dernière Fashion Week de Paris pour célébrer les 20 ans de ce soutien-gorge magique, avec entre autres le nouveau top maison, la belle Adriana Tchernanova. Elle incarne le nouveau visage de la campagne Wonderbra Europe, tandis qu'aux États-Unis, c'est la sublime Miranda Kerr qui affiche sa généreuse collaboration, Miranda qui était une ancienne Victoria's Secret Angel. Et pour entrer dans la nouvelle ère de la com, avec toujours la pointe d'humour, la marque a lancé une application pour le moins décalée. Baptisée Décodeur, elle permet aux femmes d'exaucer leurs désirs et aux hommes de jouer un peu à la poupée. On ne va pas à la gym, on ne va pas faire de régime, on va juste s'amuser. Alors Marie, il y a des soutiens-gorge Wonderbra qui ressemblent presque à ce qu'on a vu au musée d'Israël. Oui, je crois qu'ils les ont pris de là-bas. Comme quoi, rien ne s'invente, hein, c'est ce que vous nous répétez chaque semaine. C'est beau, c'est vraiment beau, ce mélange, et c'est hier, non? Ils ont fêté hier. C'était magnifique. J'adore. Yann, est-ce que, spécialiste de la pub, des tendances du morning, est-ce que l'image des sous-vêtements a changé grâce aux campagnes Wonderbra? Exactement, bien sûr que l'image des sous-vêtements a changé, et ce qui est très fort avec les campagnes de Wonderbra, c'est qu'ils ont tout simplement appliqué les recettes classiques de la publicité et que ça fonctionne très très bien. Des belles filles, la séduction, toucher une cible complémentaire à la cible directement visée par le public, sans vulgarité, en finesse, et ça fonctionne très bien. Ça fait 20 ans que ça dure. Bon anniversaire à Wonderbra. Alors on parle d'une autre tendance aujourd'hui avec vous, Johan, ça s'appelle le normcore. Exactement, alors ça s'appelle le normcore et c'est le nouveau phénomène tendance. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la contraction du mot normal et du mot hardcore. C'est donc le fait d'être hyper normal, extrêmement normal. Et le mot normcore fait autant de bruit aujourd'hui sur Internet, dans le monde, que le mot hipster il y a quelques années. Alors pour rappel,
rapide. Les hipsters, c'est un mouvement, un mode de vie adopté par la jeunesse branchée internationale depuis quelques temps, qui veulent s'écarter de la culture mainstream, et ça passe surtout par le look, c'est-à-dire s'écarter de tout ce que les gens ordinaires font. On connaît tous des hipsters, alors barbe velue, sac au dos, se déplacent à vélo, je pense que ça vous parle. Ah ouais, tout à fait, je vois bien. Et c'est donc fini les hipsters ? Alors, fini, peut-être pas totalement, en tout cas, ils sont en train petit à petit, involontairement, de laisser la place donc, au normcore, parce qu'aujourd'hui, il faut être normcore. Concrètement, il ressemble à quoi ? Il ressemble à des ados des années 90. Gros sweatshirt à motif, basket ou encore sandales avec chaussettes, s'il vous plaît. C'est le moche, style. Quoi. C'est un peu ça, ouais. Je n'osais pas le dire, j'allais pas le dire, mais on peut. Non, Marie, c'est pas ça. C'est tout ce qui est moche, voilà, exactement. C'est le style. J'ai rien trouvé de comparaison avec non, mais l'art. c'est ça, c'est exactement ça. D'ailleurs, aujourd'hui, le style, c'est le non-style, ou comme vous le disiez en introduction, être tendance aujourd'hui, c'est être anti-tendance. Alors, le mot fait le buzz sur la toile, notamment depuis que la journaliste américaine Fiona Duncan, spécialisée tendance du New York Magazine, a fait un constat surprenant l'été dernier à Soho. Elle n'arrivait plus à faire la distinction entre les Américains de la classe moyenne et les touristes qui habituellement sont très visibles à New York en été. C'est ça. Impossible de faire la distinction, et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Soit il n'y a plus de touristes, ce qui n'était bien évidemment pas le cas, soit ils ressemblent à la classe moyenne américaine. Alors comment vous expliquez que la normalitude soit redevenue à ce point tendance ? Alors c'est peut-être, certains parlent de consécration de certains rois, comme par exemple Steve Jobs ou encore Jerry Stanfield, qui étaient adeptes de ce non-style, donc jeans sans forme, col roulé noir, adeptes... Moche basket, voilà, tout exactement, ça, quoi. Adeptes de la simplicité. C'est assez ironique, c'est-à-dire que le normcore est tellement visible aujourd'hui et tellement tout le monde en parle qu'il y a déjà des Tumblr consacrés au phénomène qui sont plutôt très drôles, voilà, des choses assez parodiques qui reprennent le terme, et c'est vrai que c'est tellement normal finalement que c'en est un peu bizarre. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà du côté vestimentaire, ça s'inscrit dans une vraie tendance plus globale, celle d'un retour à la simplicité, à la normalité. Il n'y a pas que la mode qui est touchée, quoi, en fait. Exactement. Alors, il n'y a pas que la mode, même si c'est un phénomène au départ consacré à la mode. Mais si on se rappelle par exemple du slogan de campagne du président, enfin du candidat François Hollande. Du président normal. Du président normal, exactement, qui venait dans un cycle de tendance tout à fait classique, s'opposer, en tout cas se différencier à son prédécesseur et son concurrent numéro 1 à l'époque, Nicolas Sarkozy, qui lui se qualifiait de président, d'hyper-président. Donc on était dans quelque chose d'extrême, un peu comme les hipsters ont poussé la mode à l'extrême. Et puis finalement, une fois que c'est fini, on retourne au début. Donc le président se définit comme un président normal et la mode revient à quelque chose de très simple, presque sans mode. Alors même si ça ne touche pas effectivement la mode est prioritaire dans ce genre de phénomène. Et Gap a d'ailleurs très vite rebondi sur le phénomène en se prenant être à l'origine des normcore depuis 1969, c'est-à-dire la date de création des normcore, ce qui est totalement vrai quand on voit le style de vêtements de Gap. Beaucoup de réactions donc, sur Twitter, ou encore, si je reprends quelque chose d'un peu plus décalé, le défilé Chanel qui a eu lieu il y a quelques semaines à la Fashion Week de Paris, qui se déroulait tout simplement dans un supermarché, alors un supermarché recréé au Grand Palais. Tous les produits disponibles dans les rayons étaient bien évidemment estampillés du logo Chanel. Donc même la botte de persil là ? Même la botte de persil, exactement. Donc voilà, on voit les mannequins défiler de façon, j'ai envie de dire, normale. Marie ? Je suis abasourdie. En tout cas, la volonté de Karl Lagerfeld ici était de refléter le quotidien dans le luxe. Donc encore une fois, cette question de sens, cette question de pourquoi autant de marketing, autant de concepts, autant de complications, retour au basique, une mode très simple, voilà, un président normal et quelque chose donc de très, très basique. C'est pas parce qu'on ne sait plus quoi inventer finalement et qu'on cherche des tendances dans l'anti-tendance. C'est une des raisons. On ne sait plus quoi inventer, mais dans ces cas-là, je préfère reprendre la théorie de Marie qui disait qu'on ne cherche pas à réinventer des nouvelles choses, mais qu'on utilise ce qu'on a, nos influences passées, notre parcours, les différentes influences du monde ou des époques pour créer quelque chose de nouveau. Chercher effectivement toujours à réinventer, peut-être qu'au bout d'un moment on va s'épuiser. Si on utilise tout le potentiel qu'on a et qu'on en fait quelque chose, c'est peut-être intéressant. Et d'ailleurs j'en profite pour rebondir rapidement sur ce qui fait peut-être le succès de Tel Aviv comme aujourd'hui une des capitales branchées internationales. On retrouve cette simplicité aussi bien dans l'architecture que dans la ville, mais même dans les rapports humains en Israël, qui sont connus pour être très directs, très francs. Voilà, on a tout cet aspect à Tel Aviv. Merci exactement. Beaucoup Yohan, merci beaucoup merci, Marie. Barbara. Je vous souhaite un très bon week-end. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve avec grand plaisir lundi. Portez-vous bien.